Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler de bulles Internet, de crise et de tu peux perdre 80% en bourse en quelques mois. Et oui, on va parler de ça avec Axel Godet, notre expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. On va revenir sur cette crise à forte ampleur en termes de volatilité et de marché financier et de baisse et de crack. Axel, on est parti pour parler de la bulle Internet. Revenons déjà premièrement sur les origines de cette bulle Internet. Alors la bulle Internet, elle a commencé dans les années 90 aux États-Unis. Il y avait ce qu'on appelle la nouvelle économie. C'était la mode, les nouveaux moyens de communication, par exemple aller sur Internet, les navigateurs web. On découvrait entre guillemets la puissance de ces navigateurs pour communiquer, pour aller chercher de l'information. Et tu avais plein d'ingénieurs, d'écoles de renommée, etc., qui commençaient à monter leur boîte pour rentrer dans cette nouvelle économie. Des sociétés qui créaient des navigateurs ou tout autre service lié justement à cet écosystème. Ok, mais c'est vrai que c'était un énorme changement à l'époque. Nous, on l'a pas vraiment vécu. C'est que nous, ça paraît Mais évident pour nous, mais à l'époque, c'était énorme. vraiment énorme de pouvoir aller chercher des informations ailleurs qu'à la librairie. Bon, j'exagère un peu, mais ça a été un chamboulement majeur pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises pour augmenter leur productivité. Ouais, c'est une innovation qui a touché, pour une fois, les particuliers et les entreprises. Exactement. Et donc, tu as pas mal, voire énormément de créations d'entreprises. On va dire que l'événement déclencheur, entre guillemets, de ce rallye avant l'éclatement de la bulle, c'était l'IPO, l'introduction en bourse de Netscape en 1999. Alors, Netscape, pour te situer, c'était un peu comme Mozilla Firefox ou Google Chrome. C'était un des premiers navigateurs à l'époque, un des plus utilisés. Et le jour de son introduction en bourse, le cours est passé de 28 $ à 71, il me semble. Presque x3. En tout, ouais, x2,5, x3, le jour de son introduction en bourse. Alors après ça a été n'importe quoi. Tout le monde voulait s'introduire en bourse, tout le monde voulait souscrire. Et alors que les valeurs n'étaient pas forcément rentables, voire certaines n'avaient aucun business model, elles s'introduisaient en bourse. Les individus, les investisseurs souscrivaient l'introduction en bourse parce qu'ils voulaient tous faire comme Netscape. Et au final, tu avais une multitude, une ribambelle d'introductions en bourse qui a mené justement à l'éclatement de cette bulle. Et quand on parle d'introduction en bourse, il y avait aussi un environnement économique qui était plutôt favorable, avec des taux qui étaient bas, c'est ça? Alors le taux était environ à 4 ou 5% à l'époque, ce qui était bas par rapport à l'époque. Il y avait un contexte sympathique parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été habitué à des taux à 0 ou 1%, mais c'était un peu anormal. Mais à l'époque, on avait des taux à 4 ou 5%, ce qui était plutôt bas par rapport aux années 80 où il y avait plutôt plus d'inflation. Donc au final, en 1999, tu as eu plus de 400 introductions en bourse. Donc, sur ces 400 introductions en bourse, tu as plus de 100 introductions en bourse qui ont fait x2 le jour de leur introduction en bourse. Donc c'était quand même un truc de fou. Ce qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'introduction en bourse, déjà, si on fait 20% lors de l'introduction en bourse, c'est déjà énorme. Alors faire x2, il y a vraiment un engouement majeur pour cette nouvelle technologie. Après, j'imagine, je me mets à l'époque de cette nouvelle technologie qui arrive, je me dis ça devait être incroyable pour les personnes qui étaient entrepreneurs ou particuliers de voir que quelque chose allait s'occuper pour eux de répondre à des questions et ainsi de suite. Enfin, Google, toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées, c'est juste incroyable. Ouais, mais l'histoire nous montre que le fait d'investir dans des sociétés juste parce que c'est semblable, on fait x2 ou x3 pour l'introduction en bourse, c'est jamais bon signe et ça présage de mauvaises choses. Et pour donner un contexte chiffré, le Nasdaq, au début des années 90, il était environ à 1000 points. Aujourd'hui, ça paraît ridicule par rapport à la valeur qu'il a aujourd'hui, mais il était à 1000 points et il est passé à 5000 points en 5 ans. Donc il a fait x5 en 5 ans. Donc c'est quand même aberrant, enfin, c'est quand même pas aberrant, c'est énorme, avec des PER. Donc le PER, on le rappelle, c'est le ratio cours sur bénéfice. Donc un PER de 20, ça veut dire qu'une société, avec ses bénéfices, tu mets 20 années de bénéfices à rembourser sa valorisation. Pour faire simple, un PER moyen, c'est entre 15 et 20, voire 25 et 30 si c'est une boîte de croissance. Là, il y avait des sociétés qui avaient un PER à 250. Donc, il y avait quand même quelque chose qui clochait. Ouais, normalement, c'est un peu visible là, normalement. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent quand il y a quelque chose qui cloche qu'on s'en rend jamais compte. Donc, c'est important de le rappeler. Il y a certains indices qui font qu'il faut se questionner quand certaines choses arrivent. Point important par rapport à ça, on a compris les origines de la crise. Maintenant, ce qu'on veut parler, c'est la crise en elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000? L'éclatement de la bulle, elle vient d'où? Alors, ça vient souvent du même endroit. Il y a eu ce qu'on appelle une hausse des taux de la banque fédérale, de la Fed aux États-Unis. Hausse des taux, donc les taux sont passés de 5 à 6,5, 7 en l'espace de 6 mois, 1 an. Donc les investisseurs, ils ont commencé à se rendre compte qu'au final, les valeurs sur lesquelles ils avaient investi, elles faisaient zéro bénéfice. Ils les avaient payées à des prix exorbitants.
Les taux commençaient à monter, donc quand les taux montent, l'économie elle ralentit. Peut-être qu'au final, c'est plus intéressant d'aller mettre ses billes ailleurs sur des taux d'État à 7%. Et ils ont commencé à retirer petit à petit à vendre les boîtes, et puis ça a fait un effet domino, hein, c'est toujours pareil. Hein. Quand les premiers commencent à vendre parce qu'il y a un peu de panique, etc., tout se casse la figure. Et il y a eu un effet domino, justement, et tout le monde s'est mis à vendre. Le Nasdaq, pour encore une fois donner des chiffres, hein, il a perdu 80%, d'où le titre de l'épisode, en 18 mois. Donc il est passé de 5000 à 1100. Il a retrouvé son niveau initial. Ce qui n'a pas aidé, c'est qu'au final, il y a eu des scandales financiers. Il y a eu le scandale Enron. On en parlera dans un autre épisode. Et il y a eu aussi, malheureusement, les attentats du 11 septembre qui a encore plus enfoncé les choses sur la bourse américaine. Ouais, donc la bourse, elle a vraiment pris, j'ai envie de dire, une belle baisse, une belle claque pendant 18 mois. Ça paraît interminable pour les investisseurs. Et ça n'a pas touché au final que la bourse américaine, hein, parce que le CAC 40, Cocorico, on a pris, il a perdu 60% sur la même période. Ouais. Alors, parce que c'est toujours pareil, ce qui se passe aux États-Unis, ça impacte toute la planète, hein, bien sûr, et la plus grosse économie mondiale. Et de nombreuses boîtes ont subi des gros cartons. Et bien sûr, c'était réparti sur toute la planète. Donc le CAC 40 a perdu 60% sur la période. Ouais, c'est incroyable de voir comment le CAC 40, qui est la zone européenne, qui semblait forcément moins touchée parce que moins dans les nouvelles technologies, a quand même été fortement, fortement impacté. Est-ce que toutes les valeurs hors tech ont pris aussi une belle baisse, ou c'est vraiment la tech qui a porté toute la C'est baisse? surtout la tech qui a pris la baisse. Mais c'est vrai que la tech, à l'époque, ça n'avait pas une place aussi importante qu'aujourd'hui dans les marchés, parce qu'aujourd'hui, ça représente la majorité du marché américain. Mais c'est surtout les valeurs de la tech. Mais les autres valeurs, bien sûr, elles en ont pris pour leur grade. Malheureusement aussi, encore une fois, c'est lié aux événements du 11 septembre 2001 qui a fait chuter le marché boursier de manière si importante, qui a touché cette fois-ci toutes les valeurs. Ok, bon, on vient de comprendre aussi d'où ça vient, une hausse des taux qui a été dramatique au final. Hein. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû un peu mieux jouer sur la hausse des taux, ou du moins un peu mieux jouer le timing. Ou alors que les investisseurs n'auraient pas dû s'emballer autant sur les On valeurs. peut le voir Parce dans que l'autre sens aussi. quand il y a une hausse des taux, généralement, c'est que c'est justifié par le contexte d'inflation. Ouais, tout à fait. Ça veut dire qu'il y avait une inflation qui était folle et qui était galopante. Ça nous rappelle certaines années très Voilà. récentes. De ce côté-là, au niveau des conséquences sur l'économie, elles sont graves, je suppose. Il s'est passé quoi? Il s'est passé comme ce qui se passe à chaque crise, hein. Il y a eu des dépréciations d'actifs, hein. C'est pour ça que ça a aussi touché toute la planète, hein. On ne parle pas aussi du scandale de 2008 avec la titrisation, etc. Mais il y avait des actifs qui ont été dépréciés parce qu'il n'y avait pas seulement les investisseurs privés classiques, Madame Michu, qui investissaient sur la boîte, hein. Il y avait aussi les instituts, les fonds de pension. Donc, les Américains, il faut savoir que leur retraite, c'est investi sur des fonds de pension. C'est des fonds qui investissent en bourse et quand tu arrives à la retraite, tu récupères tes investissements. Donc, quand les marchés boursiers s'écroulent et que c'est cette année-là où tu dois prendre ta retraite, ça te fait bizarre. Il y a eu aussi, bien sûr, des pertes d'emploi. Tous ceux qui avaient créé des boîtes, qui avaient embauché des salariés sur ces boîtes-là non rentables, elles ont déposé le bilan, elles ont fait faillite. Donc, ça a créé du chômage de masse. Donc, c'était pas fameux, entre guillemets. Ça a eu des conséquences dramatiques. Un exemple chiffré important, il y a Cisco, une boîte que tu connais aujourd'hui, qui fonctionne bien d'ailleurs. Elle avait perdu 80% sa valorisation suite à la crise. Ok, donc perte d'emploi, perte sur l'économie. On a eu un impact qui est très important, en fait, qui va engranger d'autres pertes dans d'autres sociétés qui n'étaient pas liées à la tech. L'effet domino, et encore une fois, c'était moins impactant que la crise des subprimes, il y a moins de connexion entre les différentes banques, etc. Mais ça a eu quand même un impact sur la planète. Et pour te donner un exemple, le Nasdaq, il était passé à 5000 points, il est redescendu à 1000 points, et il a mis 15 ans avant de réatteindre ces fameux 5000 points. Bon, aujourd'hui, on a 4 fois plus, tu vas me dire. Mais il a mis 15 ans quand même pour réatteindre le seuil. Donc ça veut dire que si tu étais rentré sur le Nasdaq au plus haut avant la crise Internet, il fallait 15 ans pour retrouver ton investissement initial. Ouais, ce qui est intéressant de se rendre compte aussi, quand tu parles de ça, c'est que quelqu'un qui aurait investi sur le Nasdaq au plus haut de la crise, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, dans cette période de début d'année, il ferait x4, 400% de performance. Exactement. Alors qu'il investit au plus haut de la crise et qu'il a vécu un moins 80. C'est ça. Donc le long terme joue toujours en bourse. Attention, dans certains secteurs, ou si vous sélectionnez qu'une seule action, effectivement, des fois le long terme, ça change rien. Ou le marché japonais, par exemple, qui n'a pas bougé depuis 20 ans, voire être négatif. Voilà, mais il y a certains secteurs où c'est compliqué, certains marchés où c'est compliqué. Il faut toujours diversifier ses actifs. Et normalement, si vous diversifiez bien, la bourse, effectivement, sur le long terme, peut vous rapporter de l'argent et peut faire une performance très intéressante. Maintenant, j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'on parle d'une crise, on en tire des leçons dans notre épisode et dans notre podcast L'Art de la gestion patrimoniale. Et j'aimerais bien qu'on fasse le lien aujourd'hui avec l'année 2025, d'un point de vue général. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a eu aussi une hausse de taux qui a été terrible en 2022. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, l'avantage des crises, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que ça permet de faire un tri dans le marché. Tout simplement, toutes les valeurs qui ne rapportaient rien, qui avaient zéro business plan, elles n'avaient aucune raison d'être là, elles ont dégagé. Elles ont pris un bouillon.
Ça a fait du tri, c'est vraiment l'avantage, on va dire, du marché, c'est qu'il fait le tri entre les bonnes valeurs et les mauvaises valeurs. Il laisse des périodes de 3, 4, 5 ans où on peut s'amuser et faire de la spéculation, mais il y a un moment ou un autre, il arrive là et il fait le tri, c'est la loi du marché. En 2022, on a eu un peu la même chose, hein. Encore une fois, les taux d'intérêt qui ont augmenté, là c'était vachement plus élevé parce qu'on est passé quasiment de taux négatifs à 3, 4, 5% selon les régions, donc il y a eu une énorme hausse obligataire. Il y a eu un gros tri sur le Nasdaq qui a perdu 30%. Là, encore une fois, ça a fait le tri sur les valeurs qui n'est pas rentables. Sur le même rapport, au final, tu pouvais avoir du taux sans risque à 4 ou 5% suite à la montée des taux. Tu n'allais pas t'embêter à mobiliser des fonds sur des valeurs de la tech qui n'étaient pas rentables pour l'instant et que peut-être dans 5-6 ans, elles allaient avoir du chiffre. Donc, ça fait une correction. Après, la différence par rapport à la bulle Internet, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le Nasdaq, les grosses valeurs, les championnes, Nvidia, Tesla, Alphabet, Meta, etc., c'est des valeurs qui font des milliards de bénéfices. Donc, ce n'est pas vraiment comparable par rapport à la bulle Internet où tu avais beaucoup de valeurs, la majorité qui faisait zéro résultat. Là, aujourd'hui, c'est des championnes, ces valeurs-là. Elles font des milliards de résultats. Donc, c'est totalement différent. Mais ça montre quand même qu'on n'apprend pas totalement de nos erreurs et qu'il y a souvent, même si on sait qu'il y a des crises et qu'il s'est passé ça parce que cette boîte n'était pas rentable, ou etc., ou qu'il y a eu des mouvements d'euphorie un peu incontrôlables, on répète quand même les mêmes erreurs. En 2022, on a la preuve avec des valeurs, encore une fois, sur le Nasdaq. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore qui ne sont pas forcément rentables et que le surplus de cash dans une économie où les comportements moutonniers, on en parlera dans un autre épisode, nous poussent à faire des investissements pas forcément si pertinents que ça. Ouais, puis il y a le fear of missing out, le FOMO, qui a fait que Nvidia a pris énormément de valeur, mais qui peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire qu'en une journée, ils ont vécu une baisse de capitalisation boursière qui était énorme. Je crois que c'est moins 17 ou moins 18%. Ouais, c'est 600 milliards de capi, je crois. Avec 600 milliards d'euros de capitalisation boursière qui se sont envolés. Donc c'est assez stratosphérique. Il faut juste se rendre compte aussi des chiffres, mettre des chiffres et se dire qu'effectivement, quand il y a des valeurs qui font vraiment ça de manière de courbe exponentielle sur de très très court terme, se poser des bonnes questions, savoir si c'est vraiment réel, regarder un peu le bilan, regarder les chiffres avant de continuer à investir dedans et peut-être se rendre compte que c'est peut-être un peu décorrélé ou au contraire que c'est totalement corrélé et que ça va continuer à exploser. Et puis après, bonne chance pour lire les bilans consolidés de Nvidia. Oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est mettre en place une stratégie pour éviter les biais comportementaux, faire une méthode DCA ou faire un investissement sur le long terme et ne pas se fier à ce qu'on entend, les mouvements de foule, de masse, etc. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Même si tu étais rentré sur le Nasdaq au plus haut avant la crise, aujourd'hui, tu ferais encore x4 en 20 ans. Donc, il y a quand même, ça montre encore une fois l'intérêt d'avoir les bonnes valeurs sur le long terme. Et si tu as une bonne stratégie, normalement, ça devrait bien se passer. Et puis j'aime bien le rappeler aussi, c'est vrai que quand un secteur explose vraiment, mais vraiment de manière très très conséquente sur quelques années ou sur quelques mois, se poser les bonnes questions. Je reviens aussi sur très récent, c'est très récent pour ceux qui nous ont écoutés et qui ont eu leur banquier qui leur a conseillé de faire l'investissement socialement responsable. Nous, on va défendre ce type d'investissement, mais dans l'investissement socialement responsable, il faut choisir les bons secteurs, les bons actifs, les bons ETF ou les bonnes sociétés de gestion. Parce qu'il y a quand même certaines sociétés de gestion qui ont pris le bouillon, encore une fois, avec des moins 50 ou moins 60, voire moins 70% sur certains fonds qui étaient investissements socialement responsables, parce que ces mêmes fonds avaient fait plus 150% l'année d'avant. Donc toujours se poser les bonnes questions. Quand il y a des performances qui sont vraiment stratosphériques, bien regarder avant de repositionner ses œufs là-dedans. De bien diversifier, encore une fois. Tu peux suivre une tendance, pourquoi pas l'intelligence artificielle qui a énormément augmenté depuis 2 ans, ou l'ISR, ou n'importe quelle tendance. Tu peux le faire, bien sûr, et il faut le faire, pourquoi pas, pour prendre un peu de risque, mais sur une proportion limitée de ton capital, 5 ou 10% peut-être en diversification, et le reste, aller sur des choses plus simples, plus classiques, des indices ou des secteurs assez larges, pour, entre guillemets, ne pas être impacté par un secteur qui va s'écrouler et tu vas perdre toute ton épargne. C'est bien qu'on en ait parlé aujourd'hui. Je trouve que c'est important de rappeler toujours que quand on investit en bourse, il y a un risque face à l'investissement en bourse. Ça rappelle aussi et ça met un petit peu les pieds sur terre de certains qui font des performances stratosphériques en bourse. Rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez perdre 80% en bourse. Ça, c'est important de le savoir. Pour limiter cette perte, vous avez plein de choses à faire. On a fait un dernier épisode très récent sur la limite du risque et sur la capacité à prendre du risque. Vous avez plein de choses à faire pour limiter cette perte. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des stratégies qui vous feront réduire le risque en cas de forte volatilité sur les marchés financiers. Car sachez que la forte volatilité sur les marchés financiers, vous la connaîtrez forcément un jour. Est-ce qu'on a fait le tour, Axel, de l'épisode? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a déprimé les futurs investisseurs avec le c'est pas le but, 80%. C'est pas le but, mais c'est pour vous montrer que le marché américain, il fait 10% par an depuis 100 ans. Tu vas te prendre des gadins, tu vas avoir des superbes années. L'idée, c'est d'avoir une stratégie, un investissement sur le long terme, ton épargne de précaution, et c'est comme ça que tu vas gagner.
Exactement, on est d'accord. Merci beaucoup Axel, merci de nous avoir écoutés. Vous avez compris que vous pouviez perdre 80% en bourse et vous pouviez aussi faire x4, même en investissant au plus haut de la bulle Internet. C'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a ceux qui vont avoir vendu tout en bas et ceux qui vont avoir regardé les actions parce qu'ils sont dans leur stratégie de départ, c'est-à-dire le long terme en bourse. Merci en tout cas également à vous de continuer à vous abonner à notre podcast, à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas également à liker, commenter ou partager un simple commentaire et je vous promets, je vous réponds à chaque commentaire. Merci à vous.